sorry, I could deliver my speech in English, but my English is so poor that I can't follow, and I will not be able to express what really I want to deliver today. Though, unfortunately, I have to shift to another language, my mother language, French. Sorry for the disturbance. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. C'est un jour important pour moi et pour vous et pour tout le monde d'avoir à vous livrer un témoignage qui m'est cher. D'abord, j'ai un lien avec l'Afghanistan. Je n'ai pas eu le courage ou le temps d'aller dans votre beau pays. Si Allah ou Dieu me prête la vie, j'irai certainement. Je m'intéresse à l'Afghanistan depuis 1964, où en tant qu'étudiant, on avait préparé un voyage. Je suis allé à votre ambassade 32 avenue Raphaël, et on m'a donné des papiers, et j'ai encore les routes de Kaboul avec des belles jeunes filles en robe, belles, avec des choses comme ça, un monde bien avant. Ensuite, quand je suis rentré au Quai d'Orsay, à l'époque, on distribuait le Monde encore aux débutants. J'arrive de mon déjeuner et qu'est-ce que je vois? Le Monde posé sur ma table. Et vous voyez, j'ai une très bonne photographie. 17 juillet 73, ça parlerait à tout le monde. Daoud, le cousin du roi, coup d'État. Donc déjà, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Et croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui plaçaient l'Afghanistan. Ensuite, je suis allé en Iran. J'ai vu dans le fameux jardin à Isfahan, à Hafaz et Shiraz, vous connaissez mieux que moi, c'est là que j'ai commencé à faire du yoga, j'étais pris par l'Orient, et il y avait de l'Afghanistan. Bon, après, j'ai cours 79, tout le monde connaissant. Et puis, je suis nommé consul général à Leipzig, capitale du livre en Europe, avec les fameux guides Baedeker, qui sont merveilleux, j'en ai certains sur la région, et M. Mikhail Sergueï Gorbatchev est invité par les Allemands parce qu'il est célébré comme celui qui a permis la réunification de l'Allemagne. En tant que consul de France, je fais partie évidemment de la réception. Je ne vais pas trop vite, ça va? Et donc je fais partie de la réception. Je suis présenté, je me souviens comme c'était hier, un homme, Raïssa, son épouse était assise, était déjà malade. Elle est morte, et vous savez que c'était un couple fusionnel. Il n'a pratiquement rien fait sans elle, et il l'a longtemps consulté, ce qui est très rare pour un homme politique. Et donc, je suis présenté à lui, et je lui ai dit, voilà, je suis consul de France, et je suis d'origine russe. Il m'a pris le bras, et il m'a serré, et il m'a regardé, il m'a dit, malheureusement, vous ne faites pas partie du déjeuner officiel, c'est réservé au ministre-président allemand, qui s'appelait Vogel, tout ça. Mais vous m'intéressez et venez à mon hôtel. Quand le dîner sera terminé, nous allons discuter. C'est une révélation que je fais, j'en parlerai dans un prochain livre certainement, et je suis arrivé à minuit et demi, et je suis resté avec Gorbatchev jusqu'à 6 heures du matin. Donc on a parlé de beaucoup de choses, j'ai pris des notes que je suis en train de mettre en forme, et là, parlant de l'Afghanistan, j'ai repris les notes qu'il m'avait dites sur l'Afghanistan. Donc là aussi, je crois révéler quelque chose. J'ai eu une discussion avec lui sur beaucoup de sujets, sur la détente, sur l'Est-Ouest, sur vraiment le cœur de la politique internationale. Mais puisqu'on est là pour parler de l'Afghanistan, permettez-moi de livrer des choses. Je ne sais pas si ce sont des secrets d'État, puisqu'il y a très peu de secrets finalement, mais au moins, et mon exposé n'est pas purement historique, il va montrer le lien avec l'actualité. Parce que si je décrypte bien Gorbatchev, qui est mort en août 23, je ne l'ai jamais rencontré depuis, bien évidemment, alors que je suis allé pas mal de fois en Russie, je crois comprendre que les erreurs qu'il a voulu qu'on évite lorsqu'il était secrétaire général ont été commises avant 21. Et ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? D'abord, vous savez qu'il était commissaire, enfin, il a été responsable de l'agriculture en décembre 78. Bon, le coup d'État du 28 avril 78, vous le connaissez tous, mieux que moi, et je ne vais pas refaire l'histoire, saisie des terres, socialisation.
Et lui, évidemment, il était contre. Il était contre, il savait très bien que l'agriculture socialiste, ça ne marchait pas, surtout la manière dont c'était fait, brutale, sans ménagement, et vous savez comme moi, mieux que moi, que les problèmes ont commencé là, à partir de, disons, septembre 70-79. Mais évidemment, il n'a pas eu son mot à dire. Il avait vraiment beaucoup à faire. Il était le junior, il était le secrétaire du comité central, entré en bureau politique, il était le protégé d'Andropov, et donc, il ne pouvait pas vraiment dire on fait une imbécilité en Afghanistan. Il avait trop à faire, il ne pesait pas encore, et j'ai senti en lui un espèce de dépit. Voilà, je n'ai pas pu le faire, c'est dommage, on aurait pu faire quelque chose, mais vous savez, tellement d'hommes d'État regrettent ce qu'ils ont fait. Hein. Les livres ou les cimetières en sont pleins. Deuxième chose, il m'a avoué, c'est pas un secret, qu'on ne lui a même pas prévenu de l'intervention soviétique en Afghanistan. Bon, vous le savez très bien, le bureau politique a discuté pendant une année, il ne voulait surtout pas y aller. On sait très bien que c'est Yuri Andropov, le patron du KGB, l'ancien répresseur de 56, et puis Oustinov, et puis Souslov, Michel Souslov, l'idéologue, là, le type aux lunettes qui savait le marxisme. Et donc, alors, je le vois tout de suite, on est assis là, et je lui demande, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Il a souri, il m'a dit, devinez, mais prudent. Il ne m'a pas dit qu'il aurait voté contre. Peut-être, il aurait peut-être perdu sa carrière. Vous voyez, tout ça, c'est des subtilités. J'ai compris qu'il était contre, mais il n'avait pas eu le courage à l'époque, en 79, parce que c'était tellement serré. Vous savez, ça s'est joué. Gromyko pouvait dire qu'il était contre, parce que c'était un espèce de géant. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a succédé à la présidence. Mais j'ai senti qu'il y avait déjà une réticence chez lui. Alors ensuite, le moment même où il a pris conscience qu'il devait sortir du guêpier, disons, c'est à peu près avec Tchernobyl, en avril 86. Manifestement, il a fallu qu'il consolide son pouvoir, ça a mis 1 an, et il a très bien vu qu'il fallait arrêter ce bain de sang, parce que, d'une part, la population commençait à perdre la confiance dans l'élite politique, c'est le fameux cercueil, les rôles des femmes. Et là, vous voyez le parallèle avec l'Ukraine maintenant. On n'a pas la même situation. L'Ukraine, on ne va pas en parler, on en a fait, mais l'Afghanistan, c'était loin. Mais il m'a dit à plusieurs reprises que si nous combattons en Afghanistan, c'est pour empêcher les islamistes de venir un jour chez nous par le Caucase et tout. Et c'est ce que nous ne défendons pas uniquement le socialisme, ce qu'on a fait à Prague en 68. On sait très bien, on a des musulmans, à l'époque il y avait moins de 20 millions. Il faut qu'on combatte là. C'est à la fois le statut de grande puissance, c'est notre statut dans une zone qu'est le Caucase Asie centrale, où on est là depuis le Pamir du 197, et on est là, si on n'arrête pas. Alors évidemment, à l'époque, tous les Oxos, disons, ils veulent accéder au Golfe. Tu parles, ça c'était la propagande. C'était pas le Golfe, c'était le fait de faire une digue là-dessus. Et ça, il a insisté là-dessus. Alors ensuite, c'est intéressant parce que il m'a confirmé qu'après l'Afghanistan, l'Union soviétique ne pouvait plus intervenir ailleurs. Et souvenez-vous, le coup d'État du 12 au 13 décembre 81 contre Solidarność, les durs voulaient intervenir en Pologne. Et moi, je me souviens, j'étais OK, on comptait même le nombre de morts, combien il fallait exfiltrer. Et puis Rocard, regardez, vous avez service au Rocard, j'admire Rocard, il a dit, mais on va envoyer la flotte française dans la Baltique, tu parles, fais-le. Facile à dire. Donc, vous voyez, il savait très bien que le statut de la Russie était engagé là-dedans, la protection, et qu'il fallait partir. Après, on en est venu, effectivement, c'est connu, au processus de négociation. Et c'est là que je fais un parallèle, ayant vu mes notes a posteriori, avec la situation en 21 et même avec l'Ukraine maintenant. Qu'est-ce que voulaient les États-Unis? Alors évidemment, comme leur ennemi idéologique se retirait, c'était une victoire fantastique pour les États-Unis. Et donc, ils ont joué au maximum. Et pour les gens qui connaissent la théorie des jeux, il faut faire le minimum des maximums. Quand vous demandez le maximum, l'adversaire veut le maximum et vous retrouvez avec rien. Il vaut mieux demander la deuxième chose. Et les Américains demandent toujours le maximum, on en tirera, et le maximum, ils l'ont là,
c'est ce qui s'est passé le 15 août et ce qui s'est passé après. On verra, et là, bon, je ne fais aucun parallèle avec la situation actuelle, mais c'est intéressant sur le plan de la réflexion géopolitique et même géomathématique. Donc, la position des États-Unis, c'était le retrait mutuel de toutes les forces extérieures, c'est-à-dire à la fois l'Union soviétique et puis les forces étrangères. Et puis après, ils ont évolué, comme ils voyaient qu'ils étaient en train de gagner, ils ont exigé plus. Et surtout, c'est là que je fais un parallèle, corrigez-moi, avec l'avant 15 août, ils ont refusé les élections libres en 90 pour Najibullah, l'homme le taureau, là, le médecin, qui était au pouvoir jusqu'en 92, là, justement, ils voulaient le maintenir. Alors évidemment, il était le nommé de l'Union soviétique, mais ils voulaient discuter avec les talibans modérés. Et là, on aurait fait une coalition. Et on aurait empêché l'écroulement total et la prise du pouvoir par les extrémistes. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Peut-être que... mais ça serait intéressant de voir. Et manifestement, cette erreur, et l'erreur, nous la faisons tous. Regardez, les Français ne voulaient pas discuter avec les djihadistes du Sahel, alors que les pouvoirs maliens, à chaque fois, on fait ça. De même qu'avec le FLN, on ne voulait pas discuter, et ben on a eu les durs, et ainsi de suite. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Je crois que c'est une leçon d'histoire. Alors évidemment, c'est facile à dire après, mais tout de même, ça s'est répété dans les années 88, et ensuite maintenant. Donc manifestement, les Soviétiques ont fini par accepter que l'administration Reagan continuerait à armer les factions les plus radicales des Moudjahidines par l'intermédiaire du Pakistan, qui a joué un double jeu fantastique, qui n'a cessé de double jeu en violation des accords de Genève. Et c'est là que c'est intéressant, c'est là où Poutine critique Gorbatchev, tu n'aurais pas dû laisser ça. Alors évidemment, c'est moi qui interprète après. Gorbatchev, il a dit, voilà, je ne pouvais rien faire, j'avais le feu à la maison, j'avais l'Afghanistan, il fallait que je me retire pour sauver à la fois mes meubles, parce que je savais que si je m'enlisais de plus en plus dans l'Afghanistan, je ne pouvais pas mener la perestroïka à bien, je ne pouvais pas réformer l'Union soviétique, rester le statut et ainsi de suite. Le temps m'était compté. C'est intéressant que la post-histoire vous montre les erreurs. Alors c'est facile, évidemment, pour nous de dire, de critiquer. Mais le pauvre Gorbatchev, lui, il a cédé, et évidemment, ça lui reproché par l'élite politique actuelle. Et justement, ça explique une grande partie de la position, certainement, de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine et d'autres problèmes. Ils ont tiré les leçons d'histoire. Donc, les Soviétiques partageaient l'objectif, m'a-t-il dit, d'un Afghanistan indépendant, mais ils se méfiaient particulièrement du pouvoir des fondamentalistes radicaux. Ça, il me l'a répété souvent. Et il m'a dit, si on ne les lutte pas, il aurait voulu en quelque sorte qu'on s'allie à lui pour lutter contre les islamistes radicaux, en disant, c'est pas tellement l'Union soviétique que je garde, mais c'est ça, c'est notre combat. Et là, manifestement, déception, les faucons américains l'ont envoyé dans ces trucs en disant c'est du baratin, tu veux préserver, vas-y, et ainsi de suite. Et là, j'ai senti en lui une tristesse très grande en disant que finalement, on a. Alors évidemment, il m'a dit ça, c'était puisque les talibans sont rentrés le 27 septembre 96, moi j'ai rencontré quelques semaines après, début 97. C'était facile pour lui. Mais notre conversation s'est liée parce que justement, et comme je suivais, je vous ai un peu expliqué les affaires afghanes qui m'intéressaient, je lui ai posé la question, parmi d'autres. Et manifestement, j'ai senti, et lui était très au courant des choses, il le suivait. 96, il ne faut pas oublier que c'était son grand ennemi Yeltsin, et donc il était, je dirais que tout ce que, un peu comme politique, tout ce que faisait Yeltsin, il était contre, comme tout ce que tout ce que Trump fait par rapport à ses prédécesseurs, il est forcément contre. C'est les imbéciles, il n'y a que lui qui est intelligent, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est bien connu. Donc, manifestement, les accords de Genève, m'a-t-il dit, les partis ont accepté d'être en désaccord, et Becker, assez dur, a toujours insisté qu'ils n'étaient pas intéressés par des élections, et il m'a cité, c'est moi qui ai revu après
l'ambassadeur Dobrynin, dans ses mémoires, explique l'objectif stratégique et l'espoir de voir Gorbatchev était que l'Afghanistan serait neutre et que les États-Unis joueraient un rôle utile avec nous dans le futur règlement. Ceci s'est avéré une illusion. Et là, je crois que c'est un des grands tournants de l'histoire qu'on a perdu. Et manifestement, peut-être que certaines archives s'ouvriront, mais il faut encore 20, 30 ou 40 ans. Moi, je ne fais que livrer évidemment des choses orales et écrites. Tout historien regarde sur l'écrit. Mais déjà, l'oral m'a ouvert les yeux et m'a amené sur des pistes intéressantes. Hein. Et c'est là que je veux vous livrer. Alors ensuite, je vais être rapide, je vais montrer en quoi il a vu très vite que l'Afghanistan allait pourrir l'Union soviétique. Les cercueils qui en vrai, la critique, c'est là qu'il a libéré évidemment Sakharov, tout ça. Il a vu très bien en quoi le cancer de l'Afghanistan allait rentrer dans le corps soviétique et l'ait empêché. Donc l'opinion publique s'est ouverte. Alors ce qui est intéressant, ça c'est évidemment post-discussion avec Gorbatchev, mais étant donné que comme j'ai connu, pas un adjoint, mais quelqu'un qui était dans l'entourage du fameux général Boris Gromov, l'homme qui a quitté sur le pont de l'Amitié le 15 février 89, ensuite il était en Crimée pendant les événements de 14, on ne dirait pas plus, c'est assez confidentiel, mais au moins c'est intéressant parce que lui, il a vécu ce retrait, et comme je l'ai revu après, et je suis allé en Russie juste après août 21, il m'a dit « Eugène, tu vois, nous on est sortis dans la dignité, mais les Américains, ça n'a pas été la même chose, ils nous ont tellement critiqué. » Enfin, je fais juste une avancée au-delà. Alors, les vétérans, ce qui est intéressant, ils ont complètement été délaissés, des perdants, je dirais presque des pauvres types. Et c'est après des années qu'ils sont repris. Et quand Poutine est arrivé, là il y aurait toute une étude à faire, mais ça a été fait déjà, ils ont repris en quelque sorte de l'assurance, et une partie des vétérans de l'Afghanistan ont fondé Parti uni, Yedin et Rassi de Poutine, et ils ont joué un rôle. Et un autre parallèle, regardez maintenant les vétérans de l'Ukraine, ils sont considérés comme une nouvelle élite, comme vraiment une nouvelle classe, ils voyagent en classe affaires et tout, ça crée évidemment des distorsions, mais ça montre par raison, enfin comparaison des paraisons, combien ils ont été méprisés après l'Afghanistan, qui a été une défaite, mais a posteriori, les quelques lumières qu'avait mis Gorbatchev là-dessus se sont, à mon sens, révélées en partie vraies. Un, on aurait dû discuter avec les Afghans modérés pour créer un pont, et deux, surtout, et c'est là le dernier message que je veux livrer, il a été déçu parce que il voulait coopérer, commencer à coopérer avec les Occidentaux. Ça, c'est une idée qui m'est propre, que j'ai mis dans mon histoire de la guerre froide. Vous savez, la fameuse formule du général de Gaulle, l'entente, la détente et la coopération. L'entente, elle était faite. La détente était faite. Gorbatchev était un social-démocrate. Il me l'a dit. Ça, c'est hors Afghanistan, mais c'est le dernier message que je livre, et je le consignerai certainement. Il a été très déçu qu'on ne l'ait pas coopté. On ne lui a pas fait confiance. Et souvenez-vous, le dernier G7 à Londres en juillet 91, juste avant le putsch, Major Bush père était prêt à donner 30 milliards pour sauver Gorbatchev. Et Major a dit non, non, il est foutu, on va le donner au successeur. Bon, c'est mon interprétation. On a fait une grande erreur. On aurait maintenu une espèce d'union soviétique comme l'Union européenne avec une monnaie commune, mais ça, j'ai écrit un autre article là-dessus il y a très longtemps, il faudrait que je ressorte. On n'aurait pas eu la guerre actuelle, on aurait eu effectivement une Union soviétique avec une monnaie commune, un élément exactement comme l'Europe. On aurait, au lieu de nous construire du bas vers le haut, on aurait démantelé vers le haut et on aurait eu une communauté soviétique où les types auraient été indépendants, chacun aurait un siège à l'ONU, mais on aurait une coordination des prix étrangers, une monnaie commune, comme nous les culs, tout le monde, et on aurait vécu de manière tout état. Malheureusement, le temps de l'histoire est passé, c'est trop tard pour y revenir, mais Gorbatchev y croyait. Vous voyez, c'est là qui est intéressant, c'est qu'il a fait le lien entre tout ça. Mais évidemment, il a avoué qu'il a fait des erreurs, il a été dépassé par la gauche, par la droite, et que le temps de l'histoire
allait peut-être lui reconnaître. Et si j'ai une petite contribution à faire, c'est justement pour animer cette flamme, malgré toutes les erreurs qu'il a faites, qui n'a pas fait d'erreur, hein, celui qui n'a jamais péché me tire la première pierre. Voilà en quelque sorte le message de Gorbatchev. Il faudrait évidemment que je relise toutes mes notes, mais je crois avoir vu un homme qui restait optimiste, qui était foi. Il avait sa femme là, malade, c'était triste de voir cet homme encore vivant et tout, qui aimait profondément cette femme, qui savait qu'elle allait partir. Je crois que c'est un moment de la sainteté russe, c'est un moment de l'histoire européenne que j'ai eu le bonheur de vivre. Et pour être sans livresque, pas notre entretien, mais la réunion qui a eu lieu entre Gorbatchev et les Allemands se passait à Iéna. Alors pour les gens qui aiment la Iéna, c'est la fameuse victoire de Iéna de Napoléon contre toutes les forces. Et c'est là que Napoléon a rencontré Goethe pour la première fois. Napoléon avait une quarantaine d'années et Goethe avait 60 ans. Et il y a une page dans les mémoires de Goethe, et on voit Goethe qui rentre, et Napoléon est assis à la table, Goethe attend, et Goethe, il lui demande, et c'est là que Napoléon a dit, voilà un homme. Eh bien moi, je crois que j'ai rencontré un homme en Gorbatchev. C'est tout.